PT Jab est un groupe de travail réunissant plusieurs professionnels de santé. Nous sommes majoritairement des kinésithérapeutes, mais nous avons la volonté d'être rejoints par d'autres professionnels de la santé en France. Aujourd'hui, nous avons deux objectifs principaux. D'une part, faciliter la transmission de la science vers les professionnels cliniciens. D'autre part, faciliter la compréhension de la médecine pour le grand public. Pour tout découvrir, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche Et à suivre notre prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi que sur nos différents réseaux sociaux. Et à bientôt sur PT Jab. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les Jabbers. Quel plaisir de vous retrouver chaque mercredi en compagnie de plein de gens. Aujourd'hui, encore une fois, on va accueillir, du coup, je vais présenter l'équipe. Guéno, pour commencer. Salut. Comment vas-tu, Guéno ? Ça va très bien, merveilleusement bien. As-tu la forme aujourd'hui ? Grande forme. Oui, Grande forme. c'est nickel. Nous accueillons aujourd'hui comme invité Cliniguide, Alex de Cliniguide, que vous pouvez du coup retrouver sur Instagram. On a une petite infographie qui va apparaître. Et du coup, il va pouvoir lui aussi se présenter tout seul et vous donner un peu, qu'est-ce qu'il fait ? Qui es-tu, Cliniguide ? Voilà, dis-nous tout. Qui suis-je ? Alors bonjour, effectivement, moi c'est Alex. Je suis kiné libéral à Paris et je suis aussi étudiant au doctorat à l'Université de Montréal. Et je suis effectivement la personne qui est derrière le compte Cliniguide. Donc d'où mon accoutrement caché ce soir. Exactement, Cliniguide souhaite, Alex, on va t'appeler Alex toute l'émission, souhaite rester du coup anonyme. Voilà. Donc il n'y aura pas de révél, à moins que vous soyez 1000 à vous abonner. C'est ça, ça va marcher 2000 ça subs et peut-être 2000 subs, c'est ça. Ou un énorme don, si vous faites un énorme don que je donnerai bien évidemment à Alex. Du coup, voilà, très bien. Bonjour à Julie, bonjour à Lizou, bonjour à Julie Physio, bonjour à Dave2, bonjour à Westether, bonjour à Nono, bonjour à tous ceux qui sont présents dans le chat. Ça fait plaisir de vous voir ce soir. Comme d'habitude, nous, on compte sur votre interactivité, on compte sur vous pour nous poser vos questions, pour échanger avec nous. L'objectif, c'est que vous puissiez profiter de l'expertise d'Alex qui est là pour lui poser vos questions. Et l'objectif aussi, c'est de s'amuser. Donc n'hésitez pas à faire des blagues. On essaiera de rebondir un petit peu dessus et de rigoler avec vous, bien évidemment. Je vous rappelle que vous pouvez, si vous souhaitez nous soutenir, suivre la chaîne, déjà une première chose. Et deuxième chose, si vous souhaitez vous abonner, c'est, on va dire, le soutien max que vous pouvez mettre en place. On a défini quelques petits sub-goals, comme ça s'appelle, qui vont peut-être s'afficher à l'écran pendant une petite seconde. Donc n'hésitez pas à vous abonner. On a un sub-goal qui a été atteint déjà de 20 abonnés. Donc merci à tous ceux qui ont été abonnés jusque-là. On va donc réaliser cette petite soirée jeu de société en ligne. Ça va pas trop tarder. Sans plus tarder, on va commencer du coup notre émission. Aujourd'hui, on va parler donc de science et on va parler surtout de pourquoi est-ce que c'est important la science. Alors, on va essayer de dédramatiser un petit peu tout ça, on va se poser des questions, on va essayer de réfléchir tous ensemble. N'hésitez pas à interagir avec nous. Et du coup, la première question que je vais donc poser à Guéno, c'est mais qu'est-ce que la science finalement ? Eh bien, c'est une très bonne question et j'ai essayé autant que je pouvais d'essayer d'y répondre. C'était pas une mince affaire. Donc j'ai essayé de définir un petit peu ce qu'on peut appeler la science. Et en fait, il y a énormément de choses qui peuvent se regrouper sous ce thème-là. Donc d'abord il y a le côté démarche scientifique, connaissance scientifique, mais il y a aussi le milieu scientifique, tout ce qui est la technologie, les OGM, etc. Donc voilà, donc nous on va beaucoup plus parler de tout ce qui est démarche scientifique et connaissance scientifique en fait ce soir, et surtout appliquée à la santé. Ok, du coup justement qu'est-ce que c'est la démarche scientifique alors ? Alors la démarche scientifique, c'est l'outil pour produire la connaissance scientifique. Et donc du coup la connaissance scientifique, qu'est-ce que c'est ? Dis-moi tout. C'est l'ensemble des savoirs qui sont objectivés ou qui sont évalués en fait grâce à la démarche scientifique. Donc c'est un peu ça revient, mais c'est en gros c'est ça. En gros c'est les connaissances actuelles, on va dire les vérités actuelles. C'est pas vraiment des vérités parce que ça peut évoluer. On abordera peut-être très rapidement la science versus la pseudoscience un petit peu plus tard. On en dira peut-être un mot, mais je pense que ça mériterait beaucoup de travail sur ce sujet-là. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose peut-être à ces définitions-là, ou ça te paraissait assez clair comme ça a été fait ? Non, pour l'instant je suis assez d'accord. Et effectivement, faut comprendre que la démarche scientifique, c'est une démarche quand même assez rigoriste, assez conservatrice. C'est pour ça que vraiment c'est toujours petit pas par petit pas, brique par brique, et qu'on est vraiment très limité dans les grands génies qui ont des idées qui viennent de nulle part et qui explosent d'un coup, quoi.
ça fait beau pour les films, quoi. Ouais, ça c'est ça. C'est important aussi, les films. Très bien, très bien. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu, justement, quelques petites choses qu'on peut faire grâce à la science et qui sont peut-être des choses auxquelles il faut qu'on fasse attention, justement. Ce qu'on peut faire, Ce qu'on peut faire, mais qui est pas très bien, peut-être. ce qui va très bien, ouais. C'est ce que j'ai essayé de faire cet après-midi. Ah, c'est ça. Alors, ce que j'ai essayé de faire cet après-midi, c'est essayer de faire un peu ma propre science. Donc, j'ai avec un collègue qui s'appelle Dr Google. J'adore. Qui est très Un très bon renommé. collègue. Dr Google, donc j'ai essayé de faire une démarche scientifique qui est pas très qualitative, et j'ai cherché à voir s'il y avait des corrélations ou entre plusieurs données. Alors j'ai regardé donc deux variables, la vente de glace et les noyades, et il se trouve que la vente de glace et les noyades sont parfaitement corrélées. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Comme Et vous on le voit pouvez très bien comme sur vous pouvez cette le voir. courbe. Voilà, ce qu'on voit, c'est que plus le vente de glace augmente, et plus on a des noyades en France. Et ça, c'est assez dingue, quoi. Et pourquoi ? Je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire que la vente de glace est quelque chose qui provoque des noyades ? Est-ce que ça pourrait se poser ? Est-ce que les gens, tu penses que du coup, ils mangent leur glace, ils regardent plus le sol, et après ils avancent dans la mer et ils se noient ? Mais c'est possible. C'est possible. je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai observé. Il y avait aussi, qu'est-ce que j'ai remarqué d'autre ? Ils avaient vu que... Les pompiers, je crois. Ouais, les pompiers, ouais. Plus il y avait de pompiers sur un incident, plus les dégâts de l'incident étaient importants. Donc peut-être qu'il faudrait arrêter d'appeler les pompiers et puis dire, ok, moins il y en aura et moins il y aura de faute, dégâts. en fait. C'est quelque chose de pertinent. C'est terrible, ça. On fait ça depuis très longtemps, on appelle les pompiers depuis longtemps quand même. Et le dernier truc, c'était le fait de s'endormir avec des chaussures. Ça entraîne aussi souvent, enfin je sais pas si ça entraîne, mais il y a des maux de crâne souvent le lendemain. C'est quelque chose qui avait été observé. Donc est-ce qu'il faut conseiller à tout le monde d'enlever ses chaussures avant de dormir ? Sans doute, peut-être qu'il y a des vrais messages de santé publique à passer avec mes recherches de cet après-midi. Enfin, on va peut-être en discuter. Mais voilà, c'est commencer par des corrélations amusantes et montrer en fait ce qu'on pouvait montrer en fait avec des choses totalement fausses, avec des arguments pseudo-scientifiques, quoi, et des belles courbes. Ouais, c'est exactement ça. En fait, on peut très facilement arriver à trouver des explications à ces corrélations-là, mais après, c'est facile de faire dire un peu ce qu'on veut aussi aux chiffres, et c'est là où il faut faire attention. On parlera un petit peu ensemble, nous, d'esprit critique, de comment filtrer un peu tout ce qu'on voit, justement. Donc, on y viendra un petit peu. Il faut savoir que la science, nous, on va aborder quand même un domaine plutôt médical, parce que je pense que c'est celui qu'on maîtrise le mieux. Mais il y a énormément de recherches dans plein d'autres domaines, dans l'économie, dans l'écologie, on pourrait en citer des milliards, et que du coup la science, la méthode scientifique s'applique à plein d'autres domaines que la santé. C'est ça ? Oui, absolument. Il faut quand même se rappeler que aussi rigoureuse la méthode soit-elle, la science c'est quand même fait par des humains. Donc on peut objectiver comme on veut, comme on peut, au mieux. Il y aura toujours ces biais. Ce qu'on appelle des biais, donc des erreurs en fait de méthodologie, de construction, et même pas que de méthodologie, ouais. Ça va de la création du protocole jusqu'à la manipulation, l'analyse des chiffres et comment on les interprète en fait. Ces biais, on peut les retrouver vraiment à chaque étape. Ok. J'en profite pour remercier Jonix pour le sub, ça fait très plaisir. Et du coup, je souhaite aussi bienvenue au nouveau petit bébé de Dave Dezat qui vient d'arriver sur cette terre. Bienvenue à lui. Alors, du coup, on va pouvoir passer un jingle de la parole de l'expert. Et donc, je vais te poser une première question. On va échanger un peu ensemble. N'hésitez pas à interagir dans le chat, bien évidemment. Guénolé sera là pour essayer de recueillir vos questions, pour interagir sur vos blagues. Donc, n'hésitez pas. La première question que je te pose, c'est d'où vient cette idée de faire de la science, en fait ? Comment on en arrive à là ? Pendant très longtemps, finalement, il y a eu ce qu'on appelait... Il y a eu des essais scientifiques qui remontent vraiment à plusieurs millénaires. Mais longtemps, il y avait une espèce de mélange un petit peu avec du spiritisme, d'autres courants de pensée qui interféraient finalement entre toutes ces méthodes. Donc c'est finalement une déviation dans une certaine de recherche du savoir, de savoir comment interpréter les faits qui nous arrivent et comment éventuellement les reproduire, etc. Donc une démarche scientifique, c'est une démarche en fait qui consiste à trouver de manière effectivement la plus objective possible
des réponses à des questions ou Des questions qu'on va se poser. qu'on va se poser. Donc des questions par exemple en médical, c'est est-ce qu'un Doliprane diminue bien la douleur quoi? Question très simple. Oui. On va vouloir essayer de le prouver en fait. C'est ça. Et ensuite, plus on peut partir vers des questions très générales, mais les choses font qu'on va aller vers des questions de plus en plus spécifiques. Est-ce que le Doliprane diminue les douleurs de tête? Est-ce que les Doliprane diminuent les douleurs de pied? Les douleurs... Donc on peut avancer arrive pour pas. préciser un petit peu plus. C'est ça. Ok. C'est ça qui fait la force de la pensée scientifique, c'est que tout se fait vraiment par étapes. Et une idée d'un projet, une idée une question ou une hypothèse de départ commence là où s'arrête l'idée d'un papier précédent, d'une recherche On précédente. prend un peu toujours la suite de quelque chose qui s'est passé quoi. C'est ça. Parce que ça a peut-être ouvert d'autres possibilités, montré des nouvelles choses, et C'est du ça. coup on avance dessus, c'est ça? C'est ça. L'idée, c'est de repousser la limite d'une question qui a été posée précédemment. Alors effectivement, il y a des choses où on va un petit peu plus loin, ce qu'on appelle des études exploratoires, donc par exemple sur des techniques ou des nouvelles technologies, mais qui toujours vont avoir quand même pour base des idées, des connaissances qui amènent finalement à cette hypothèse et à des idées de réponse qu'on pourrait avoir. Ok, bah c'est très intéressant, c'est extrêmement intéressant. Guénolé, est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des choses à dire? Est-ce que ça te paraissait assez clair? Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Ça me paraît très clair, ouais. Ok, Ouais. ok, très bien, très bien. Du coup, on part donc de ces idées qu'on a eues, de ces problèmes qu'on a voulu résoudre. Et alors, qu'est-ce qu'on fait en fait pour résoudre ce problème-là? Comment moi je vais arriver en partant d'une idée que j'ai eue ou d'une observation que j'ai vue, essayer d'aller valider ça, essayer d'en tirer quelque chose? Comment je construis quelque chose? Donc effectivement, va y avoir une hypothèse qui va être posée. Dans ces hypothèses, va falloir qu'on construise un cadre théorique, donc essayer de comprendre quels paramètres on veut manipuler. Ça va être aussi ça l'intérêt de la science, c'est effectivement chercher dans l'objectivation, dans la précision, de disséquer tout ce qu'on appelle des facteurs qui pourraient impacter le résultat qu'on voudrait avoir. Ouais, on va essayer de en fait, voir un peu tout ce qui pourrait influer sur les résultats qu'on va obtenir en fait. Exactement. Pour pouvoir après séparer l'effet de chacun, c'est un peu ça l'idée? C'est ça. Ok. Par exemple, Si tu as des exemples pour illustrer, c'est pas mal. mettons, on va faire de la rééducation du genou. Ouais, ça c'est quelque chose qu'on connaît normalement. Voilà, faire plier le genou de Monsieur Michel et Madame Michu. Vous avez des très bons résultats, mais maintenant, qu'est-ce qui vous dit que c'est parce que vous avez une bonne gueule? Est-ce que c'est parce que vous lui avez plié les jambes? Est-ce que c'est parce que... Vous avez été gentil. Ouais, être gentil, que c'est le pack de chaud, ou c'est parce que vous l'avez fait squatter les uns les autres pendant 5 minutes, ou est-ce que parce que vous les avez mis ensemble, ils se plaisent bien et ils ont du plaisir à faire de À l'exercice plier leurs jambes ensemble. ensemble. Voilà, C'est énorme. On a toujours beaucoup de plaisir à plier les jambes c'est ensemble. ça. Donc l'un des buts de la science, ça va être déjà de se demander est-ce qu'il y a du mieux après ces séances-là, et à quoi est dû ce mieux? Peut-être à chacun de tous, mais quelle est la proportion, l'intérêt de chacun de tous ces facteurs en fait. Ok. Il y a une question intéressante Vas-y. dans le chat qui dit que c'est impossible d'avoir tous les facteurs influençants. Du coup, comment on gère cette interstitude? C'est GDAF de ZAD. C'est là où finalement le côté un peu laboratoire, dans des recherches un petit peu expérimentales, vont pouvoir essayer d'isoler au mieux. Mais c'est sûr qu'il y aura toujours des facteurs confondants qu'on ne pourra pas forcément contrôler. Et à commencer par le très célèbre effet placebo ou effet contextuel. Très, très célèbre. Très célèbre. On peut peut-être très rapidement, Guéno, tu peux rapidement nous dire un peu ce que c'est l'effet placebo pour que les gens qui regardent comprennent bien ça? L'effet placebo, moi, je dirais que c'est tous les facteurs qu'on peut pas vraiment évaluer en fait. C'est tout ce qui, tout ce qui dans le cadre d'une étude ou dans le cadre d'un traitement en fait, tout simplement, tout ce qui est pas vraiment mesurable à l'heure actuelle. Moi, je le définirais comme ça. Okay. Et qui peut avoir une influence sur le traitement qu'on est en train de faire. Qui peut avoir une influence sur le traitement qu'on est en train de faire. Comme on ouais. disait, pour prendre un exemple très simple, si je suis en train de faire de la mobilisation de genou à mon patient, si je suis très gentil avec lui et que je souris, peut-être que ça va mieux plier que si je suis méchant et que je souris pas du tout, quoi. C'est un peu ça. Et ça serait l'effet placebo, ce serait le sourire. Ce serait sourire. C'est évaluable un sourire. Hein. Ça c'est évaluable, c'est vrai que c'est extrêmement évaluable. Il y a beaucoup de choses qui mais sont globalement, évaluables. c'est ça. Ouais. D'accord, ok, très intéressant, très intéressant. Et du coup, il y a à son inverse ce qu'on appelle l'effet nocebo, c'est ça?
Oui, effectivement, à l'inverse, il y a l'effet nocebo où on va y avoir des systèmes de croyances, d'appréhension, de choses comme ça, qui vont au contraire donner un effet délétère qui n'aurait pas forcément lieu d'être en théorie. Ok, très intéressant, très intéressant. Donc au moins comme ça, vous pouvez être bien au clair sur ce dont on est en train de parler là. Quand on crée, du coup, on était en train de parler un peu de ce protocole. Ça a été beaucoup débattu ces derniers temps avec le Covid. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été critiquées, etc. Qu'est-ce que tu penses du coup de cette importance au niveau du protocole qu'on va mettre en place ? Là où la science a aussi un intérêt, c'est que dans les expériences qu'on va recréer, dans ce qu'on va publier, ce qu'on va développer, c'est supposé être reproductible. C'est-à-dire que si vous voyez une expérience qui a été faite, qui a été publiée, normalement, vous êtes capable d'avoir toutes les données qui sont à votre disposition, qui vont vous permettre, si vous avez les moyens, de refaire cette étude-là et de confirmer ou, à l'inverse, réprouver les résultats que vous avez pu trouver. Ce qui est important dans ça, c'est d'être conscient, quand tu mets en place un protocole, aussi de ses limites, c'est ça ? Pour pouvoir après juste pondérer un peu les résultats que tu obtiens. Nous, on a été, avec Thibaut qui nous rejoindra peut-être après, déjà été confronté à ça, à la création d'un protocole scientifique, et on se retrouve parfois des limites d'argent, des limites de moyens, des limites de place qui font qu'on sait que notre étude, comme tu disais au début, impossible que ce soit absolument parfait, quoi, ou en tout cas extrêmement dur. C'est ça, l'étude parfaite de toute façon n'existe pas et n'existera jamais. Donc c'est aussi ça l'intérêt aussi de reproduire parfois des études entre plusieurs labos qui auront plus de moyens, notre type de population ou qui pourront influer sur d'autres paramètres, et ça va être justement un moyen aussi de voir s'il y a d'autres facteurs auxquels on n'avait pas forcément pensé, qu'on reproduit ces études-là qui vont changer et qui vont peut-être influencer ces résultats. Donc, complètement, et ça me permet de rebondir. Alors je vais juste rebondir là-dessus. Julie, je ferai un sondage auprès de mes patients. Je ferai une étude pour savoir si mon sourire plaît. Tu nous diras ça. Du coup, ça me permet de rebondir. C'est que tu disais qu'il fallait peut-être sur un sujet parfois multiplier les études pour pouvoir avoir plus de monde. Et du coup, comment les participants, comment ils sont sélectionnés et est-ce que leur nombre est important, le nombre de participants qui va être sélectionné pour une étude ? Ça va dépendre. Ça, c'est une bonne question, n'est-ce pas ? C'est une bonne question, mais c'est surtout la réponse. Merci Olmer pour le Prime. Merci beaucoup pour la souscription. Merci beaucoup. Comme beaucoup de réponses en sciences vont commencer par ça dépend. C'est ce qu'on dit beaucoup à nos étudiants ou à nos patients. Mais non, c'est pas parce que. Et puis c'est aussi une limite scientifique et statistique de faire des études avec 6 millions de personnes. Vous voulez prouver un truc, vous mettez 6 millions de personnes, vous allez le prouver. C'est pas. Oui, on va y arriver quoi. Voilà, on va y arriver. C'est un jeu d'équations qui va faire qu'on arrivera. Comme on avait au début, on peut jouer un peu avec justement les chiffres qu'on obtient pour pouvoir avancer et faire des trucs, quoi. Donc le plus important, c'est d'avoir effectivement un échantillon qui va ressembler au plus de la population à laquelle on a envie de travailler. Et justement, travailler ces résultats. Et il y a justement des méthodes et des statistiques qui sont dédiées à ça pour pouvoir travailler sur des échantillons réduits pour trouver des résultats qui normalement devraient être similaires à la population sur laquelle on veut étudier. On va faire un transfert en fait sur des résultats qu'on obtient sur une petite population à la population générale en fait, c'est ça ? C'est ça. Ok. Et la population générale, dans le choix de l'étude, va dépendre énormément de ce qu'on veut étudier. Si on veut étudier, je sais pas, le geste du lancer chez un sportif, on va aller essayer de chercher que des sportifs, quoi. C'est ça l'idée. C'est l'idée, ouais. Ok, très bien. Benjamin nous parle de variance, etc. Je pense qu'on va pas rentrer dans les détails comme ça, DAF2. Je sais que tu es un expert et que ton travail c'est de monter des études, mais peut-être que tu viendras un jour sur ce plateau pour parler de ça, n'est-ce pas ? Là, je crois que tu es occupé en ce moment. Très bien. Et du coup, après, on récupère des données, c'est ça ? Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on fait de ces données, en fait, tout simplement ? Donc ces données vont être collectées, vont être traitées. Alors il faut savoir que normalement, dans tous les pays, il y a un comité d'éthique déjà qui protège, que ce soit en France, au Canada ou ailleurs, qui va protéger effectivement les données récoltées, évidemment. Et les patients d'ailleurs aussi. À la création d'une étude, on a un comité d'éthique pour la mettre en place pour les patients. Surtout pour les patients. Ouais.
Et donc effectivement, en fonction de ce qu'on recherche, toutes ces données, va y avoir des traitements vraiment spécifiques qui vont permettre, généralement, qu'on va chercher soit ça va être des études qu'on appelle quantitatives, donc qui vont traiter là où il y aura de la statistique, des nombres, où on va vraiment chercher littéralement quantitatif, ou des choses ce qu'on va appeler qualitatif. Ça va être plus un petit peu au niveau humain, au niveau si on cherche sociologie, les choses comme ça. Voilà, des choses de la nature un peu plus humaine qui sont pas quantifiables, mais où on va traiter justement des interviews, des choses comme ça. Si on en reste au quantitatif, donc généralement, c'est des données qui vont être traitées, qui vont avoir des traitements statistiques derrière et qui vont dépendre en fait de la méthode qu'on a utilisée. Si on veut faire des méthodes comparatives, on va faire des tests statistiques de comparaison entre un groupe et un autre. Ouais, tout à fait. On en revient aux corrélations, et on va étudier les résultats. Le pourcentage de plusieurs résultats et voir comment les choses sont liées en fait. Ouais, chacun ses résultats varient. Ok, très bien, très bien. Alors, on va vous laisser peut-être sur quelques petites questions. Est-ce qu'il y en a eu? Non, n'hésitez pas à en poser, ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas timides dans le chat, les amis. On va effectuer d'ici quelques instants une tour de magie. Comme on avait fait, mais je crois que on a notre second larron qui est pas du tout prêt sur son tour de magie. Pour la transition, je peux expliquer en quoi il y a un petit d'où vient le problème sur les chaussures et la soirée. Vas-y, dis-nous les réponses alors. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça arrive? Par exemple, je trouve que les gens qui ont les yeux bleus et souvent des problèmes de poignet à droite sont extrêmement liés. C'est énorme ça. Et pourquoi? Enfin, c'est inventé, on s'entend. Comment définir que c'est juste une simple corrélation du hasard ou une vraie causalité? Ouais. C'est vraiment un lien entre les deux, quoi. Voilà. Il y a deux manières de le vérifier. La première est effectivement de vérifier tous les facteurs un par un, être dans la capacité d'éliminer ces facteurs-là et pouvoir reproduire ces études vraiment en dehors de tout ce qui pourrait influer à part ça, quoi. Tout ce qui pourrait influer. Ok. L'autre chose, sinon, est de comprendre est-ce qu'il y a un lien de causalité, par exemple, à chercher dans la génétique, dans le social, qu'il y ait un problème quand qui est vraiment quelque chose qui, dans la physiologie, dans le phénomène social, explique que on a les yeux bleus, et on a plus souvent mal au poignet droit. Et peut-être qu'on va trouver que les yeux bleus sont plus rejetés par les personnes et du coup on est plus il y a peut-être une étude à faire pour le canal carpien là. Je sais pas. On pourrait faire l'inverse. Est-ce que sur le canal carpien en plus les yeux bleus? C'est une très bonne question. Très bien. Du coup on va effectuer notre petit changement. Attention, vous pouvez tous applaudir s'il vous plaît Guéno dans le chat. Merci pour l'intervention Guéno. Au revoir Guéno. Et bonjour Thibaut. L'arrivée de Thibaut Térési qui rentre sur le plateau. Comment vas-tu Thibaut? Un plaisir d'être là, donc très bien du coup. Très bien. Alors je sais pas si vous avez vu, merci Guénolé quand même pour ces interventions. Tout à fait. C'est fun fact en santé. Ouais, c'est fun fact. On a plein de bravos dans le chat qui apparaissent, c'est énorme, c'est très bien. Merci Guéno, welcome Guéno. Et on a un welcome Thibaut bien évidemment de DAF2. Moi j'ai une petite question et je voulais te faire un peu de pub. Thibaut vient de monter 2 comptes Instagram. Un premier compte Instagram pour faire du café parce que c'est un passionné de café. Exactement, et un deuxième pour le voyage. Donc n'hésitez pas à suivre Thibaut sur les réseaux sociaux. Il vous fera partager ses passions. Je m'y mets, c'est tout neuf. Voilà. Et c'est un futur grand Instagrammeur. Devenez pote avec lui maintenant avant qu'il devienne un énorme influenceur du café en France. N'est-ce pas? On va reprendre un peu. Donc on participait un peu on parlait des participants, des échantillons, des données, ce qu'on en fait, etc. Est-ce que tu peux nous dire, alors très rapidement, un peu l'importance aussi que peuvent avoir des statistiques dans une étude et dans la science en fait justement. Alors les statistiques et puis en fait ça peut même se transposer sur comme tu dis toutes les études de manière générale. Faut voir ça comme des indicateurs, c'est-à-dire que c'est pas parce que alors effectivement il y a des liens qui parfois peuvent être très très forts, mais dans la plupart du temps, surtout en biostatistique,
faut voir ça comme quelque chose qui va nous guider dans nos idées. Effectivement, si on voit par exemple après un traitement une grande amélioration des symptômes, si on voit qu'il y a beaucoup de corrélations entre un état premier et puis État peu secondaire, importe, facteur, une ouais. intervention, peu importe. Si ce sont des outils qui vont juste nous guider sur à quel point on peut finalement lier l'un et l'autre, à quel point une intervention peut être efficace. Oui. Mais ça ne veut pas forcément dire que ça sera tout le temps efficace. Et pour Parce tout le que monde. l'efficacité d'un traitement peut être juste due au hasard. Et en fait, c'est ça qu'on essaie de voir. C'est est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'est réellement le traitement qui a une Qui a efficacité fait de l'action, quoi. C'est ça, il y a effectivement, et justement, l'un de ces principes statistiques, c'est d'essayer de diminuer ce hasard au maximum, mais ça ne sera jamais impossible de passer à ce qu'on appelle des erreurs alpha et Oui. bêta. Donc se dire quelque chose marche alors qu'en fait ça ne marche pas, et à l'inverse, dire quelque chose ne marche pas alors qu'en fait ça marche. Ouais. On fait toujours, quand on crée des protocoles, on est toujours, pour vous expliquer un peu rapidement, on évalue toujours un risque qu'il y ait des erreurs qui soient faites, et ce risque-là, dans tous les cas, il peut jamais être nul. Et nous, ce qu'on veut, c'est essayer de le diminuer au maximum, et on arrive à le réduire énormément, hein, en pourcentage pas très important, mais on arrive à réduire beaucoup ce risque pour pouvoir, quand on arrive sur des résultats d'une étude, être à peu près sûr que les résultats ne sont pas dus au hasard, et qu'on a écarté les risques que ça soit dû à autre chose que ce qu'on est en train de mettre en place. Et du coup, ça amène une petite question du chat qui Ouais. est finalement, pour analyser des résultats, est-ce qu'on est d'une part obligé de connaître les statistiques et d'autre part, comment est-ce qu'on peut s'y former quand on n'est pas forcément formé à ça par un master ou par d'autres choses? Pour analyser des résultats, tu parles ? Pour comprendre des résultats et les analyser. Est-ce qu'on a Ok. besoin des statistiques et comment s'y former finalement? Alors, rapidement, on répondra un peu sur de la diffusion de la science, on abordera ça un peu, mais je sais pas si tu as peut-être une réponse à donner un peu là-dessus. Normalement, un travail qui a été assez bien fait, il y a une partie, ce qu'on appelle en fin, avant la conclusion, la discussion, qui permet de discuter un petit peu de ces statistiques-là, donc qui permettront un peu de mettre par écrit qu'est-ce qu'on en tire de ces résultats-là. C'est un peu le seul moment d'ailleurs où l'auteur de l'étude peut être un peu moins factuel et peut être un petit peu plus dans l'interprétation, l'explication, peut-être. Faire des liens peut-être autres avec d'autres études qui ont eu lieu, etc. quoi. C'est ça. En gros, lui, donc il a posé sa problématique, il a fait sa méthode, trouvé ses résultats, passé à la mouline de la statistique. Et c'est le moment où il va essayer de réfléchir sur ce qu'il a trouvé, comment il a trouvé ça, et des pistes d'explication de comment ces résultats ont pu intervenir. D'accord, très intéressant, très intéressant. Donc peut-être pour répondre à la question, quels outils on peut peut-être du coup prendre la discussion et essayer de lire un peu la discussion. Ça peut être un outil pour comprendre un peu les résultats. Oui, ça va être un début de lecture, effectivement. Après, il y a plein de formations, puis il y a des MOOC qui permettent, pour ceux qui sont démotivés des biostatistiques, bon courage. DAF2, arrête de faire ta pub, il nous propose un petit e-learning de stats à 200 € de l'heure. Oui. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors là, il y a une question qui est quand même assez intéressante, c'est comment tu fais pour comprendre que la marge d'erreur, en fait, c'est gage de qualité, parce qu'en fait, on va admettre finalement qu'il y a une part d'erreur ou de l'aléatoire qui est en compte, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Voilà, on va te la lire, c'est très simple. Comment on fait comprendre aux gens que cette marge d'erreur stat est gage de qualité puisqu'on admet nos limites et une part d'aléatoire? Comment tu vas transmettre ça? Je pense que les faits ont récemment montré que les gens très très sûrs d'eux pouvaient se tromper un peu. Ah bon? De qui on parle? Est-ce Voilà. qu'on peut faire des arrobas ici? Est-ce qu'on a le droit de arrobaser des gens? Didou. C'est ça. Donc effectivement, un peu d'humilité ne fait jamais de mal. Ouais. Et c'est ça aussi qui garantit effectivement le côté intéressant de la science, c'est qu'on va essayer d'être factuel, on va essayer d'être objectif, on va avancer des choses,
mais on reste toujours sur quand même un minimum de prudence. Ça, je suis d'accord. Et il y en a peut-être qui le font pas, quoi. Il y en a qui En situation parfois d'urgence. l'oublient un peu. Voilà, c'est ça. Alors, parlons de diffusion. Moi, j'ai 2 questions qui vont être intéressantes, je pense, et auxquelles tu vas peut-être pouvoir nous répondre. La première, c'est comment on fait, qu'est-ce qui est mis en place pour que nous, par exemple, qui sommes plutôt cliniciens et non chercheurs, aient accès à ces données-là. Et après, encore plus important, comment on fait pour que la population générale, qui n'est pas du tout experte en santé ou dans d'autres domaines, genre par exemple en économie ou quoi que ce soit, ait accès à des résultats de ça? Alors, il y a des revues spécialisées à ce sujet-là, donc sous format papier comme sous format numérique. Pour cibler côté médical kiné, va y avoir des bases spécialisées là-dessus. La plus connue est PubMed. Ouais. Chez nous, en kiné, je pourrais que recommander Pedro, qui est un peu ma source principale avec PubMed derrière sur les recommandations, les guidelines que je peux faire. Ouais. Et généralement, quand ce sont des grosses données comme ça, méta-analyse, etc., il y a de grandes chances que ça soit des accès libres, donc que ce soit des articles gratuits. Méta-analyse, juste pour vous expliquer, c'est quand on fait globalement une étude avec de très bonne qualité en général, alors, on essaye. Comment tu pourrais expliquer ce que c'est une méta-analyse, mais C'est une étude d'étude. Voilà, c'est une étude d'étude. On prend des études qui ont été faites et on analyse ces études-là et on essaye en fait de additionner les résultats de plusieurs études globalement pour obtenir un espèce de super résultat, quoi. C'est ça, c'est l'idée. Okay. Le piège, c'est que c'est pas parce que c'est une méta-analyse que c'est un truc complètement fiable. Exactement. Thibaut nous parlera peut-être tout à la fin d'une pyramide d'épreuves. Mm. Je pense que tu parleras un peu de ce placement, faut faire attention à ça. Oui, on en a vu des méta-analyses. D'ailleurs, il y a eu cette grosse méta-analyse avec The Lancet. Il y a eu cette grosse histoire pour le Covid qui a annoncé certains résultats et ils sont revenus sur ces résultats-là. D'ailleurs, ils ont eu beaucoup d'humilité de le faire. Je trouve que c'est très bien. Ouais, mais on voit que il y a des enjeux quand même. On l'a vu très bien avec cette période du Covid. Il y a des enjeux sur la science qui sont très très importants et c'est pour ça qu'on a besoin d'une méthodologie qui est la meilleure possible, une construction d'études qui est la meilleure possible pour pouvoir, quand on avance des trucs, pouvoir les avancer avec un minimum de certitude, quoi. C'est ça. Ok, très bien. Et comment on va diffuser après, du coup, aux gens, en fait, à tout le monde? Comment ça se passe, ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit mieux diffusé, à ton avis? Parce qu'il y a, je sais pas, est-ce que tu as réfléchi déjà à ce sujet-là, peut-être? Parmi nos collègues et confrères, rien ne vaut mieux que la formation initiale ou sinon dans les formations continues, sensibiliser à ça. Pour les kinés, ouais. En termes de population un peu plus générale, c'est une très bonne question. Nous, on essaye d'y répondre Mais tous les mercredis soirs sur Pause Santé, donc n'hésitez pas à passer nous voir. On essaye à chaque fois justement de vous transmettre des informations scientifiques, mais vulgarisées pour que vous puissiez y avoir accès. Et je sais pas ce que tu penses des médias, des choses comme ça. Est-ce que tu as des avis là-dessus? C'est difficile. C'est sûr que c'est un peu triste qu'on ait des algorithmes Mouille-toi préfèrent, un peu là. qui préfèrent favoriser du buzz et du fake news plutôt que des revues un petit peu plus sérieuses. C'est sûr que c'est moins sexy, c'est moins, ça va moins dans les motifs, mais c'est ça. Mais je pense que c'est ça le principal problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est bien, on est l'humain, l'émotion fait partie de l'humain, mais là c'est parfois au détriment de la raison et je pense que il y a peut-être un petit rétropédalage qui serait intéressant à faire entre raison et émotion. Vas-y, je te laisse. À mon sens, du coup, pour revenir sur ce que vous disiez, comment est-ce que la population générale peut avoir accès à la science? Et on en parlait un petit peu en off avant. Peut-être que par le choix des thérapeutes, en tout cas en ce qui concerne la médecine, les sciences de la santé, peut-être que par le thérapeute que les gens vont choisir, en choisissant un thérapeute qui lui s'intéresse à la science, le patient peut déjà lui-même en quelque sorte avoir accès à des données de science un peu plus qualitatives. Dans le choix du thérapeute, je pense que c'est assez important. De plus en plus, c'est des choses qui vont être mises en avant. Il y a on va dire un paradigme, une méthode de travail actuelle qui est une méthode qui s'appelle fondée sur l'épreuve et que nous on essaye, nous on est des fervents défenseurs, je pense tous les trois ici, de voir tout le monde qui sont ici de cette méthode là de fondée sur l'épreuve. Je pense que même notre ingé son il est fondé sur l'épreuve au max.
Et du coup, Merci Irénée d'ailleurs. on essaye de. Voilà, c'est important, je pense. Si vous cherchez des praticiens comme ça, peut-être vous avez un peu plus de chances d'avoir un. Je crois que accès. la table de mixage marche au chakra. Mais Ah, mais c'est quoi? Ah, c'est vrai qu'elle est branchée nulle part cette table. Comment tu fais, Irénée? Il est extrêmement fort, extrêmement fort. Oui, on a, il y a CCVTT, qui est donc ma mère, qui pose la question. Le docteur Simès, par exemple, qui est donc, voilà, ça fait partie des gens qui vulgarisent parfois, je pense, au détriment du réel résultat scientifique. Je ne sais pas si c'est bien dit, si c'est assez gentil. Flavio, la semaine dernière, c'est pas empêché d'aller lui mettre des gros taquets. Donc peut-être qu'on peut lui mettre quelques taquets aussi. C'est ça. Mais en fait, c'est comme je disais, il y a de l'humain, donc il y a de l'objectif, et il y aura ce genre de biais partout. Il y a effectivement des biais, des intérêts personnels, des intérêts économiques, et ça prévaut aussi sur les réseaux sociaux, mais ça prévaut même dans les laboratoires en fait. Ouais. Il y a des modèles économiques qui sont parfois pas forcément les plus vertueux et qui peuvent pousser un peu au vice. Ouais. Ok. C'est dommage, mais je pense que si vous savez un peu, il y a une petite stat qui est intéressante. C'est globalement, ça met, je sais plus le chiffre exact, mais c'est en moyenne, je crois que c'est 17 ans pour avoir une donnée qui sort dans la littérature scientifique pour qu'elle soit absorbée par la population générale. Un changement de pratique. Un changement de pratique. Donc c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On découvre peut-être un médicament aujourd'hui pour le cancer. Ce sera peut-être dans 17 ans qu'il sera intégré aux pratiques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous qui nous regardez, à quel point cet écart-là, il doit être réduit. Et nous, ça a été une des motivations pour lesquelles on a lancé cette émission aussi. C'est essayer de réduire cet écart-là, donner accès à des informations vérifiées aux gens, à tout le monde, quoi. Voilà, Thibaut, peut-être que tu peux nous faire une petite conclusion vis-à-vis de tout ça. Thibaut, l'expert des Doggy Jabs, transition Doggy Jabs. Merci pour le jingle, Maëva. Surtout dans les labos, oui. Alors, juste avant la conclusion, il y avait une petite question pour revenir sur l'effet placebo. Est-ce que l'effet placebo induit une absence de traitement? Est-ce que c'est ce que ça veut dire finalement, qu'il y a une amélioration sans traitement? Je te laisse répondre, vas-y. Non, l'effet placebo est un effet du traitement. Quoi qu'on fasse, il y aura du placebo. Ça peut, si je dis pas trop de bêtises, monter jusqu'à 30% de l'effet. Mais quoi qu'on fasse, de toute façon, quand le patient vient au cabinet, quand nous, on débarque à domicile, le placebo est déjà en cours de... Comment votre cabinet est, comment vous êtes habillé, comment vous parlez, comment vous agissez, tout ça, c'est des choses qui vont influer, on le sait maintenant, sur l'efficacité d'un traitement. Et c'est pour ça que, c'est pareil, il y a beaucoup de choses qui sont mises, et vous voyez peut-être, si vous avez déjà été chez le kiné, l'évolution un peu de nos pratiques, où avant on était très dans le manuel, où on se rend compte que ce qui marchait peut-être très bien dans le manuel, c'était peut-être pas le manuel, mais c'était peut-être d'autres choses qu'il y avait autour, ces effets placebo. Et du coup, en fait, un praticien maintenant se doit, j'ai envie de dire presque, d'utiliser l'effet placebo pour la réalisation d'une rééducation et que ça se passe au mieux pour le patient. Je sais pas si tu es d'accord, Thibaut. Ouais. Même sur des choses un peu plus fondamentales, hein. Vous prenez le même patient, qui ont les mêmes caractéristiques. Antoine Fizio-Paris. Qui vous donnez à chacun, l'un ce sera une pilule verte et l'autre une pilule jaune. C'est même pas dit, avec les mêmes effets, le même truc à l'intérieur, il y a juste la couleur de l'enrobage qui change. C'est même pas dit que ça aura les mêmes effets. Exactement. C'est très intéressant. D'ailleurs, ça fait partie moi des choses qui m'intéressent énormément dans la santé, et je pense que c'est très intéressant à chercher encore. Ouais, comme dit Antoine, quand les gens viennent dans notre cabinet, nous on est en plein milieu d'une salle de CrossFit, donc il y a déjà un effet placebo énorme de voir des gens en train de soulever des énormes barres quand ils arrivent chez nous. Et je sais pas si c'est un effet, c'est peut-être plutôt un effet nocebo d'ailleurs. Placebo, mais ça fait vraiment en tout cas, ça fait un Qui est effet. excité ou a peur. C'est ça, mais c'est pas sûr que ce soit toujours un... On est mal barré, dit Cécile Vitran. Non, on n'est pas mal barré, c'est juste qu'on essaye d'avancer justement, et c'est comme ça que la science évolue, hein. Il y a des choses qui étaient vraies il y a 10 ans qui ne le sont plus maintenant, et on avance, on essaie d'avancer dans le mieux possible pour la science. Ce qu'on sait de plus en plus maintenant, c'est qu'il y a un énorme impact, alors je vais me répéter encore une milliard de fois, de l'hygiène de vie qui est extrêmement important sur beaucoup de choses, et on essaye d'aller orienter, nous,
nos prises en charge et nos manières de faire sur du coup, de la prévention de blessures. Ça existe déjà dans d'autres pays. Un chiffre de système de soins pourrait être plutôt sur de la prévention que sur de la guérison. Et voilà, je sais pas ce que tu en penses de ça rapidement. Non, bah effectivement, on sait aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui tentent que la prévention peut coûter un petit peu cher au début, mais au final a une rentabilité bien meilleure et donne une qualité de vie bien meilleure par rapport au curatif, ça c'est clair. Hein. Très bien. Du coup, petit doggy jabs, bien sûr. please. Les petites jabs à emporter, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? S'il y a une chose à retenir, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Tes deux Retenez comptes Instagram. Que ça, c'est- ouais, c'est ça. Mon Mes compte deux Instagram. comptes Instagram. D'ailleurs, il y a eu la question de tes comptes. On les Je publiera. les donnerai après. Petit jab, on publiera nous les C'est comptes pas le Instagram. thème de ce soir. Ouais, pardon, excusez-moi, je digresse. Pourquoi est-ce que c'est important la recherche en santé? Donc ça va permettre de lutter contre l'empirisme, de lutter contre des arguments d'autorité. C'est pas parce que je m'appelle monsieur machin que j'ai soi-disant découvert un concept et que je dis que ça va être meilleur que le reste que ça sera meilleur, Comme un mec qui s'appelle, ça commence par Ra et ça finit par Oult, je crois, c'est ça. par exemple. Non, mais disons, tous ces arguments d'autorité, peu importe la personne que vous ayez en face de vous, développez votre esprit critique. On anticipe un petit peu sur la suite, mais la science permet en fait de cadrer ces choses-là et d'éviter des erreurs qu'il y a déjà eu dans le passé qui ont pu avoir des conséquences catastrophiques. Ouais. Ça permet aussi de diffuser ce qui marche. Si aujourd'hui la kiné avance, la médecine avance, c'est parce que peut-être il y a eu des études en Inde qui ont montré des très bons résultats, qui ont été diffusés et reproduits en Europe. Et du coup, en Europe, on applique ces traitements et ça se diffuse autour du monde. Donc la science, c'est avant tout une diffusion des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Et c'est un grand Ouais, débat, c'est bien dit. Et c'est un grand débat aussi de l'accès à la science pour tout le monde. Alors, c'est un gros problème, je me permets de rebondir, c'est que la science ne diffuse justement pas assez les choses qui ne marchent pas. C'est vrai ça. On diffuse ce qui marche et un petit peu moins ce qui marche pas, alors que ça a des conséquences très importantes aussi. Exactement. Chloroquine. Comment est-ce que marche la science? On pourra publier ce que c'est que la pyramide des preuves, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros c'est une pyramide qui montre un petit peu quelles sont les preuves les plus importantes et les preuves les moins importantes. Et tout en bas de ça, on a justement ce qu'on appelle les avis d'experts. Un avis d'expert, ça pourrait comme ça apparaître pour être quelque chose de très important. En fait, pas du tout, c'est ce que je vous disais avant. Ce qui au contraire va être un petit peu plus important en termes de preuves, c'est les études cliniques. Puis ensuite, il y a les méta-analyses, on en a parlé, c'est ce qui va regrouper et réanalyser différentes études, etc. Et du coup, ça construit une pyramide des preuves avec tout en bas juste un simple avis. Et ce qu'il faut savoir juste, c'est que sur cette pyramide-là, il peut y avoir une étude qui est censée être en bas d'une méta-analyse, mais qui est beaucoup mieux construite qu'une méta-analyse qui est mal construite, et du coup, où le niveau de preuve Très diminue. transversal C'est finalement. très transversal, exactement. Ou une méta-analyse qui est très bien construite, mais qu'avec des sujets qui sont très mal faits. Tout à fait, exactement. Où la méta-analyse est bonne en elle-même, mais le sujet étudié, lui, il a été un peu moins. C'est ça. Oui, Faites c'est- une tarte aux poireaux, si les poireaux sont dégueulasses, ça sera mieux que les poireaux tout seuls, mais ça sera pas bon quand même. Ah, c'est vrai, c'est très bien dit. Ouais, J'adore c'est cette bien analyse, fort. c'est génial. C'est exactement, c'est bien dit. Il y a Et- une question, et l'homéopathie, on en parle. Je pense pas qu'on va aborder ce sujet-là. On a faire parlé une de l'effet émission placebo, là-dessus. je pense. Voilà, c'est ça, c'est Voilà. très bien dit. On a parlé d'effet placebo. Hashtag sucre. Du coup, on a tout expliqué déjà sur l'homéopathie. Il n'y a absolument aucun autre effet, donc ça, on le sait très bien. C'est validé, c'est prouvé. Les faisceaux de preuves sont énormes. Et d'ailleurs, on peut juste aborder ça, la différence entre une science et une pseudoscience. Je pense qu'on en fera un thème d'émission à part entière. C'est un truc qui me tient un peu à cœur. Mais une des choses qui se fait, c'est que la science, ça évolue. La pseudoscience, ça n'évolue jamais. L'homéopathie, ça n'a pas évolué depuis 300 ans que ça existe. C'est toujours les mêmes concepts. Donc, c'est déjà une des premières preuves qui montre que l'homéopathie est une pseudoscience. Et certaines pseudosciences s'appuient sur des sciences actuelles. Celle que j'adore sans adorer, c'est la médecine quantique. Ah, j'en ai entendu parler un peu. Voilà, le mot magique quantique. De toute façon, j'adore. voilà, il y a un truc que vous comprenez pas, c'est pas grave, c'est quantique. Qui va s'appuyer sur des lacunes de connaissances qu'on peut avoir encore dans la physique Certains domaines. quantique, mais qui eux ont trouvé et voilà, qui savent mieux que les meilleurs physiciens possibles à Genève et où vous voulez, mais voilà, qui Ils ont trouvé. vont faire des théories fumeuses sur des trucs qui ne sont pas encore expliqués. De ouf. Thibaut, je te laisse reprendre. Peut-être on peut réafficher rapidement la diapo. Merci On de a m'interrompre Ouais, dans ma désolé. chronique comme ça. Il y en a marre. Je quitte ce Et- plateau. Enfin, donc pour terminer, en pratique, comment est-ce que vous pouvez appliquer la science et la comprendre et la voir avec vous en fait? On en a parlé, choisissez correctement votre thérapeute quand il s'agit de médecine, essayez de choisir des thérapeutes evidence-based médecine, donc, où leur pratique se base sur les preuves.
Développez tout le temps votre esprit critique face à ce qu'un professionnel de santé, quel qu'il soit, peut vous dire. Ayez toujours un petit esprit critique. Allez, pourquoi pas vérifier un petit peu les informations. Choisissez correctement vos sources. Donc les réseaux sociaux, en termes de pyramide d'épreuves, c'est pas tout en haut, vous vous en doutez. Les plateaux de médias, malheureusement. Pas tout en haut non plus, je pense. Chaîne PTJab, tout en haut. Très haut. Très haut, c'est là. N'oubliez pas, L'Everest. n'oubliez pas, C'est ça. science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Oh, mais attends. Merveilleux. Est-ce qu'on pourrait couper le live là-dessus, s'il vous plaît? Excusez-moi, c'est incroyable. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais c'est extraordinaire. Conclusion. Je sais plus de qui c'est, mais bravo. Putain, mais Je sais pas. je ne peux plus rien dire après ça. Voilà. Par politesse, je vais quand même laisser un dernier mot à notre invité. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Alex? Est-ce qu'il y a des choses, voilà, un petit message que tu souhaiterais faire passer avant qu'on termine cette soirée ensemble? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Non, j'avoue, c'est chaud de terminer là-dessus. Non, finalement, la seule chose. C'est de qui? C'est de Thibaut, c'est ça. C'est bien de Thibaut. Non, côté praticien, côté personnel de santé, restez curieux, restez critique, même dans ce qui a l'air le plus sûr et certain. Réfléchissez, ne prenez jamais, même si c'est des grosses méta-analyses trop bien, comme acquis, faut pas être plus scientifique que la science non plus. Il y a des choses où... Pas être scientiste. C'est ça, pas être scientiste. Il y a des choses où ce cerveau musclé les décrivait très bien. Quand vous cherchez vos clés, effectivement, le premier truc auquel on pense, c'est le vide-poche ou le blouson de la veille. Mais c'est peut-être qu'un jour, en fait, vous allez les trouver dans le frigo. Donc la science, c'est pareil. Les traitements, c'est pareil. La science aide à qu'est-ce qui va chercher, qu'est-ce qui, normalement, va aider pour un maximum de gens. Mais ça veut pas dire tout le monde. Ça veut pas dire tout le Et monde. on va régresser un petit peu. Et peut-être que ça va être le truc le plus chamanique qui va Peut-être marcher. servir. Ouais. Mais voilà, c'est pas parce que ça a été mauvais ou mal fait, c'est que on peut pas tout expliquer et faut garder cet esprit-là. C'est Et toujours sur des majorités de gens et jamais sur l'intégralité des gens. c'est ça. Ouais. Et côté patient, c'est ça. Chercher un esprit critique, trouver quelqu'un qui explique bien la démarche, qui explique pourquoi elle fait ça et avec qui vous vous sentez bien aussi. C'est vachement important. Ouais, exactement. Très intéressant. Bon, écoutez, sur ces magnifiques mots, on va vous laisser ici. Il y aura une émission mercredi prochain. Thème encore non décidé. On va vous faire un petit vote sur le Instagram et sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour vous proposer des thèmes qu'on va peut-être aborder tous ensemble avec vous, comme d'habitude. Ça a été encore un plaisir pour nous de vous voir dans le chat, d'échanger avec vous. Ça a été un plaisir pour nous de recevoir Alex, n'est-ce pas? Plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Je crois qu'il y a le PSG qui va commencer bientôt. Et puis, très bon match. Très rapidement, je reviendrai avec un deuxième épisode de Jabcast. Ça va arriver assez vite, peut-être lundi prochain ou lundi d'après. Mais sinon, on se retrouve dans tous les cas mercredi prochain pour Pause Santé sur la chaîne PT Jab. À bientôt les Jabbers. Salut les Jabbers.